j'appelle tout de suite donc Stanko Trifunovic qui va me rejoindre. Bonjour Stanko, pour l'Arc, ravi de t'avoir avec nous. Je vous laisse vous asseoir sur une des chaises. François-Xavier Geland, pour Smart Building Alliance SBA. Bonjour François-Xavier. Et Didier Caz, qu'on va voir deux fois Didier, pour Objectif Fibre. On se reverra tout à l'heure pour Orange. Je vous laisse vous asseoir. Vous avez des micros, mais asseyez-vous sur les chaises, vous serez sur les fauteuils, vous serez bien. Vous avez chacun, moi je garde juste celui-là. Voilà, vous serez mieux. Voilà, alors on avait dit, pour commencer, peut-être un premier tour de table de présentation. Qui vous êtes, qui vous représentez, et puis après on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bonjour, bonjour à tous, je suis Stanko Trifunovic, je suis le directeur technique de l'ARC. L'ARC, c'est l'association des responsables de copropriété. C'est une association qui défend donc les copropriétaires et plus spécifiquement les conseils syndicaux et qui couvre toute la France et qui a actuellement entre 14 et 15 000 adhérents, copropriétés adhérentes. Bonjour à tous, donc, mon nom est François-Xavier Geland, moi je représente la SBA, donc Smart Buildings Alliance. On fédère à peu près tous les métiers liés au bâtiment de demain, avec des promoteurs, des bailleurs, des architectes, des copros, tout un ensemble de fabricants, de bureaux d'études, d'installateurs. Et évidemment, comme son nom l'indique, on milite pour le numérique dans le bâtiment. Bonjour à tous et à toutes, donc Didier Caz. Donc ma première carte de visite que je vais vous présenter, donc c'est au nom d'Objectif Fibre que je suis là aujourd'hui, enfin en ce moment. Objectif Fibre, c'est une plateforme qui a été créée dès l'arrivée du projet du déploiement de la fibre optique en France et où industriels, opérateurs, installateurs ont jugé utile de se regrouper pour extraire les bonnes pratiques au quotidien pour que, où qu'on soit sur l'Hexagone, on travaille de la même manière. Donc voilà, c'est au nom, en tant que rapporteur des bonnes pratiques, que je suis là aujourd'hui. Voilà, merci à tous les trois. Alors on avait dit, Stanko, peut-être qu'on pourrait commencer par faire un petit état des lieux sur les nouveaux défis avec ces nouveaux services dans la copropriété. Bon, ils sont tellement nombreux les défis dans la copropriété. Oui, tout à fait. Nos adhérents, donc nous sommes en contact permanent avec nos adhérents. Ils nous remontent en permanence des inquiétudes, surtout en ce moment. Donc il y a des nouveaux services qui arrivent et qui sont indirectement ou directement liés à ces inquiétudes, notamment l'optimisation de l'efficacité du chauffage, des systèmes des chaudières, enfin du chauffage collectif. Oui, mais il y a ça coûte au quotidien. Oui, bah, bien sûr. Ça, c'est des questions qui sont tout de suite tangibles et que les copropriétaires voient tout de suite et donc qui suscitent le plus d'inquiétude. Mais il y a également aussi de nouveaux usages, de nouveaux services, comme par exemple, comme il était dit précédemment, les locaux à vélo, les questions de vidéosurveillance qui petit à petit rentrent dans les mentalités et deviennent plus des choses, des gadgets ou des choses farfelues, mais des usages, quoi. Donc quand vous avez des usages, vous avez ensuite des besoins qui se développent et donc on nous remonte pas mal de questions là-dessus. Ouais. Sur la partie chauffage, il y a l'individualisation des frais de chauffage. Est-ce qu'aujourd'hui c'est en place dans les copropriétés? Il y a une obligation pour la plupart des bâtiments qui sont en chauffage collectif, sauf quand il y a des difficultés techniques dues au type même de chauffage des installations anciennes ou autres. Ce décret, l'application de cette obligation date de cette mise en place d'individualisation de frais de chauffage date de 2020. Malheureusement, le taux d'équipement ne va pas aussi vite qu'on aurait souhaité, mais ça progresse. C'est aussi une question qui nous est remontée, parce que d'autant plus que nous, à l'ARC, historiquement, on était plutôt contre. Ce n'était pas vraiment une opposition de principe, c'était plus des questions de scepticisme quant à l'efficacité du dispositif, notamment par rapport aux méthodes de calcul de surface du corps de chauffe, etc. Donc c'est des détails techniques, je ne vais pas entrer
je ne vais pas approfondir là-dessus, mais notre position est en train d'infléchir aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de solutions techniques qui rendent cette individualisation de plus en plus réaliste et efficace. Ah oui, c'est ça, c'était un problème de technologie, ou tout au moins d'installation de ces systèmes. Juste Stanko, pour finir ce tour d'horizon, j'avais la question, on n'en a pas parlé d'IRVE, est-ce que c'est je ne sais pas, sur un nombre d'appels que vous avez tous les jours. Ah oui, ça c'est dans le top. C'est dans le top. Bon, aujourd'hui, le chauffage, le prix du gaz est passé en avant, mais c'est en vitesse de croisière, c'est peut-être un tiers des questions qui nous sont posées. L'équipement en borne de recharge. Donc il y a plusieurs types d'architecture possibles, équipement collectif, équipement individuel. Il y a eu la question du droit à la prise qui récemment a été renforcée. Et donc, au niveau des équipements en soi, notamment, donc, il y a plusieurs solutions. Et nous on pousse les copropriétés à s'équiper plutôt en collectif, parce que les solutions individuelles sont moins efficaces, ont plus de contraintes techniques, notamment au niveau des puissances et autres. Et c'est surtout dans ces solutions individuelles qu'on trouve le plus d'aberrations ou de systèmes, par exemple, de comptage encore manuels, pratiquement, où c'est le syndic ou le représentant du syndic qui doit aller faire presque relever le compteur de ces installations, quoi. Donc, voilà. Donc nous, on pousse au collectif et à l'équipement intelligent. Voilà, on va revenir avec Enedis tout à l'heure sur les différentes organisations qu'on peut avoir en termes d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Alors pour continuer, François-Xavier, effectivement on voit qu'on crée des architectures techniques, on parlait d'ailleurs aussi de la partie individualisation des frais de chauffage, et donc vous militez pour avoir une infrastructure numérique du bâtiment pour que tout ça soit cohérent. Alors, évidemment, nous aussi, on pousse au collectif et on pense qu'effectivement, la cohérence vient d'une convergence des services, en fait. C'est-à-dire qu'une copro, elle est sollicitée en permanence, elle a des besoins et elle en aura en permanence dans les prochaines années. Donc là, il y a les priorités. Donc on va traiter d'abord les priorités et on peut profiter de ces priorités pour investir sur une vraie colonne vertébrale numérique du bâtiment qui servira au fil du temps pour tous les services dans les 10, 20, 30 prochaines années, mais pour un seul investissement en fait. Donc ça, ça peut être couplé à des plans pluriannuels, etc. On peut financer tout ça, mais c'est fondamental de tordre le bras un petit peu à tous les fournisseurs de services, tous les gens qui vont venir avec des solutions ponctuelles et dire moi j'ai une solution pour vous pour tel service. Et je vais mettre mon routeur 4G, je vais mettre ma propre solution, mon propre câblage. Et puis la semaine d'après, il y a un autre fournisseur qui va venir avec une autre solution. Et on se retrouve aujourd'hui dans des copropriétés qui sont illisibles en fait. C'est extrêmement touffu. Il y a plein de solutions et elles ne sont pas utilisées. Donc ça, c'est la partie technique. Et surtout la partie utilisateur, c'est l'enfer. Parce que vous avez, en gros, chaque fournisseur de service arrive avec son application, avec son ergonomie. Et ça devient un peu comme vous avez 5 télécommandes sur votre table de salon, ça devient inutilisable en fait. Donc en gros, une seule infrastructure, des services au fil du temps. Donc cette évolutivité elle permet aussi de lisser l'investissement. Et puis surtout, une satisfaction des utilisateurs en fait. Donc l'utilisateur, ça peut être les gens de la maintenance, le syndic, ça peut être évidemment les locataires, les propriétaires de ce bâtiment, tous les prestataires. Ils vont s'y retrouver parce qu'ils vont avoir un vrai usage simplifié de leur résidence. Oui, on va y revenir. Donc c'est ce à quoi vous militez aussi pour Objectif Fibre, Didier, c'est effectivement d'avoir à la fois finalement des services généraux centralisés et c'est l'émergence aussi on le verra avec les intégrateurs électriciens dont on va parler avec eux cet après-midi, mais c'est l'émergence de nouveaux métiers aussi, de gens qui vont prendre en charge ces nouveaux services. Oui, tout à fait. Et je voulais simplement ajouter et compléter en même temps ce qui a été dit, parce que justement, à la fois, il y a donc cette arrivée de multiples objets connectés, aussi bien dans le logement que dans les parties communes, et que le choix qui a été fait pour répondre aux enjeux sociétaux et en même temps environnementaux aujourd'hui, c'est de repenser
la partie technique. C'est-à-dire qu'il y ait toujours plus de millions de véhicules sur les routes, ce n'est pas un problème. Faut-il que les routes soient adaptées? Et donc, il fallait investir que sur des réseaux qui sont en capacité là-dessus, et donc pas d'aller, comme vient me dire mon collègue, sur des réseaux techniques qui se succèdent tel un millefeuille et tout ça, où chacun vient avec sa propre autoroute. Vous vous rendez compte, si chacun construisait sa propre autoroute, sa propre départementale, son propre chemin vicinal, ce serait illisible, il n'y aurait que du béton partout. Donc automatiquement, il y a une recentralisation en ce début du XXIe siècle de construire que sur deux réseaux uniques. Deux réseaux. Par rapport à ça. C'est-à-dire, d'un côté, la fibre optique, et j'y reviendrai tout à l'heure, et de l'autre côté, donc, les réseaux mobiles. Et donc, j'en viens à ta question que tu m'as posée, Xavier, c'est que par rapport à ça, donc, non seulement il va falloir gérer cette partie intelligente qui rentre dans le côté résidentiel, qui existait déjà dans le tertiaire, bien sûr, déjà depuis longtemps. Il y avait toujours des DSI, il y avait toujours des personnes qui géraient tout ça. Pour dire les acronymes, c'est les directeurs de services informatiques. Hein, voilà. C'est ça. Donc, en général, c'est eux qui faisaient les interconnexions, qui géraient un peu pour que ça fonctionne, que tout le monde n'y mette pas ses mains dedans, quoi, en gros, pour faire court. Et donc, aujourd'hui, dans le milieu du résidentiel, entendez bien les choses, c'est que dans le logement, on passe aujourd'hui à 15 à 40 objets connectés. Je ne vous parle pas donc des objets connectés, donc des interconnexions qu'il va y avoir dans les parties communes. Si chacun y va, enfin dans la maison, dans le logement, c'est chacun qui se débrouille avec ses appareils sur sa propre box, mais lorsqu'il s'agit de mettre une box unique dans les parties communes, si chacun y vient pour venir y mettre son switch ou sa prise comme il l'entend, ça peut être très dramatique sur chaud, et que le vendredi soir, l'heure où il n'y a plus personne, c'est là où tout tombe en panne, et voilà, et donc il faut revenir. Donc il y a des nouveaux métiers qui vont qui émergent, donc des intégrateurs électriciens, au même titre qu'avant, chaque copropriété avait son antenniste qui lui était, et quand ça n'allait plus, allô, viens vite me réparer, et bien là ça va être pareil, il va y avoir quelqu'un qui va gérer tout ça pour le bien commun de la copropriété. Oui. Au niveau, Stanko, au niveau des copropriétés, est-ce que les copropriétés ont pris conscience de ce sujet, de devoir centraliser tous leurs outils, leur infrastructure numérique? Ça y vient, on y arrive, mais pour l'instant, le monde de la copropriété est généralement conservateur. Et on fait la gestion en bon père de famille, et on aime bien marcher dans un terrain qu'on connaît. Mais ces questions qui sont soulevées, maintenant, il y a une multiplication vraiment incroyable de sujets, de services, qui font que la question se pose de plus en plus. Et nous, une de nos missions à l'ARC, c'est d'accompagner et de guider, d'orienter à notre mesure les copropriétés dans l'optimisation des équipements, quoi. Donc les équipements, généralement les copropriétés sont déjà équipées, elles ont par exemple une chaudière, hein, par exemple, un exemple typique, avec un peu de chance elles ont des robinets thermostatiques déjà, mais à partir de là, on a des inquiétudes au niveau des prix de la matière, du combustible, etc. Comment on fait? On peut optimiser, on peut pousser à bout l'équipement qui existe déjà. Et ça, par exemple, c'est des choses dont les copropriétés ont conscience. Oui, on peut se mettre à piloter. Donc, est-ce que finalement, c'est un lot qui n'est pas forcément réfléchi, je ne sais pas, sur les rénovations globales, hein, des copropriétés, oui, alors, de dire il y a un lot qui va être l'infrastructure numérique, et puis il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on le réfléchisse de la même manière qu'on va réfléchir à l'isolation thermique par l'extérieur. Alors là, je voudrais apporter juste une contribution en tant que... Donc moi, je suis de formation et j'ai exercé longtemps en tant qu'architecte. Et dans le monde du bâtiment, on a ce qu'on appelle le BIM. Donc c'est la création de maquettes numériques du bâtiment, où on intègre tous les apports des différents intervenants. Donc pour nous, architectes, c'était les murs, le gros œuvre, etc. Vous aviez les plombiers qui venaient installer leur réseau, les gens de l'aérolique, de la VMC, etc., de la clim, voilà. Donc ça va dans le sens de ce que disait François-Xavier. Le BIM, c'est quelque chose qui est vraiment utile et qui a éprouvé son utilité dans le monde du bâtiment et qui devrait aujourd'hui être développé pour la gestion des copropriétés.
et pour intégrer, et donc ça serait utile comme au titre du carnet d'entretien, mais ce serait un méga carnet d'entretien très utile et très efficace, où on verrait en temps réel en fait les consommations, les interventions, enfin ce serait quelque chose vraiment à développer. Ça, c'est le plan, mais après, l'infrastructure réelle, ça c'est autre chose. Ah. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de lot quand on fait une rénovation globale. Est-ce qu'il y a un lot architecture numérique Non, c'est surtout dans les bâtiments neufs, donc les projets en VFA, etc. Et moi, d'expérience, je sais que lorsque je devais faire du BIM sur des bâtiments anciens, c'était vraiment terrible parce que c'est très compliqué. Mais c'est un outil qui, à mon avis, est vraiment va se devenir de plus en plus indispensable et pour lequel donc de nouveaux métiers, encore une fois, vont surgir, de nouvelles compétences au sein des cabinets d'études pour mettre à jour les copropriétés dans ce sens. Oui. Juste François-Xavier, donc on avait dit, il y avait une question que je me posais, c'est combien ça coûte extrêmement simple. Je ne sais pas si la réponse est aussi simple à apporter que la question. Et puis vous avez identifié au SBA 52 services qui peuvent être fournis à travers ces infrastructures en copropriété et sur lequel quelque part c'est un catalogue de services et le copropriétaire il peut faire le choix des différents services qu'il va mettre dans sa copropriété demain. Voilà, je pense qu'il faut aider les copropriétés en fait. C'est qu'en gros là on est devant une montagne. Le numérique il est facile à intégrer dans le tertiaire, il a été facile à intégrer dans l'industrie parce qu'il y a des moyens, il y a des spécialistes. Une copro à la base elle n'a pas de spécialistes attachés au numérique. Donc pour les aider, on a essayé de simplifier l'approche. Donc, on parlera peut-être des nouveaux métiers aussi en amont, en accompagnement. Donc là, il y a des AMO spécialisés qui sont là pour réfléchir avec les copros. Oui, comme on a l'AMO pour la rénovation énergétique, on a l'AMO sur la partie numérique. Exactement. C'est logique en fait. Faites-vous accompagner. Et puis, dans ce cadre-là, pour simplifier aussi le travail de l'AMO, on a écrit des documents, des cadres de référence avec là une cinquantaine de services. Alors, on peut en décrire quelques-uns. Alors, je peux vous décrire les familles. Il y a 7 familles de services. Il y a une famille sur évidemment l'efficacité énergétique. Donc celle-là, elle est facile à comprendre. C'est souvent pour ça qu'on appelle l'AMO d'abord. Mais d'ailleurs, là, je vous branche, si je peux utiliser ce terme, sur ce sujet. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, on a des températures de chauffe dans les logements, mais on est incapable de piloter de manière globale, souvent dans les logements, les températures à 19 degrés. En tout cas, là, je fais presque part de mon expérience personnelle, mais de dire chaque radiateur, je vais le mettre à 19 degrés sans passer derrière chaque radiateur, c'est pas possible. Le gouvernement, il pourrait dire, ok, je pilote ça au niveau national aussi. C'est pas possible. Déjà, personne n'a envie de piloter son chauffage. Franchement, est-ce que vous vous levez le matin ou non, chouette, je vais piloter mon chauffage. Donc là, le slogan je contrôle, je baisse, je pilote, il est déjà complètement à côté de la plaque en fait. Le numérique permet de simplifier tout ça, de rendre ça transparent. Et pourquoi avoir 19 quand on est là et 19 quand on n'est pas là? Moi, je préfère qu'on ait 17 quand on n'est pas là et 21 quand je suis là. Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle en fait. C'est des thermostats connectés ou des vannes thermostatiques connectées, des robinets connectés, qui vont analyser est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'appartement ou pas, ou qui vont apprendre au bout de quelques semaines vos habitudes et qui vont eux-mêmes gérer la température qu'il fait dans votre logement. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est quelques dizaines d'euros de plus un thermostat connecté. Ce n'est pas un investissement sur 10 ans. C'est pour 150 euros, vous avez un très très bon thermostat connecté. Une vanne thermostatique, c'est 30 ou 40 euros de plus de l'avoir en connecté. Donc ce n'est pas des choses qui sont inatteignables. Et par contre, c'est immédiatement 20% d'économie. Ça, c'est l'ADEME qui le dit, c'est pas moi. Donc 20% d'économie aujourd'hui avec ce prix de l'énergie, ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc première catégorie. Deuxième catégorie, tout ce qui va être lié au confort, donc le bien-être. On est dans un cocon, tout ce qu'on peut optimiser peut être optimisé. Alors on parlera de qualité d'air tout à l'heure, mais ça peut être tout ce qui est lié à ce qui nous entoure. Donc le fait de pouvoir appuyer sur un bouton et mettre l'appartement en veille, ça c'est du confort. Je ne suis pas obligé justement d'aller derrière tous les radiateurs, etc. Dans l'énergie, j'ai oublié de citer tout ce qui est énergie gratuite en fait. C'est que là on parle de sobriété, d'optimisation, mais d'abord, pourquoi pas récupérer l'énergie du soleil quand il fait beau?
En plein hiver, là aujourd'hui il fait beau, pourquoi pas, quand je suis au travail, récupérer cette chaleur gratuite. Donc tout ça, c'est des exemples qui sont plutôt du bon sens, qu'on va intégrer dans la réflexion avec l'AMO. Troisième sujet, c'est la sécurité. Donc Stanko a parlé de vidéosurveillance, par exemple. Tout ce qui est lié au contrôle d'accès, tout ce qui est lié à l'incendie, les fuites d'eau. Dans une copropriété, c'est souvent dramatique. Hein. On s'en rend compte, et puis ça y est, ça a ruisselé sur 5 étages, et puis on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Oui, alors qu'on pourrait avoir une alerte qui... Bien sûr. Ou couper. On a une alerte et on coupe l'arrivée d'eau. Donc ça, c'est un sujet sur la sécurité. Il y a un quatrième sujet sur ce que nous on appelle le maintien à domicile. Ça, c'est un vrai sujet. On est loin du gadget là. Hein. Les gens, ils veulent rester le plus longtemps possible à domicile chez eux. Alors ça ne concerne pas toute la résidence, mais peut-être 10% des logements. On va dans ces logements rajouter comme une option. Hein, quand vous achetez une voiture, vous avez une option. Voilà, vous avez une option sur cette infrastructure numérique qui vous permet de rester dans de bonnes conditions chez vous. Cinquième domaine, c'est la mobilité. Hein. Donc là, c'est ce qu'on a soulevé sur l'IRVE, ou tout ce qui est mobilité douce. Et puis, 2 familles de services aux parties communes. Donc ce qu'a cité tout à l'heure Didier sur, en gros, je dirais l'infrastructure et le pilotage et surtout la supervision des équipements techniques. On va être dans la maintenance prédictive, par exemple. On va savoir, avant qu'il tombe en panne, que l'ascenseur va avoir un problème. Ça, c'est des choses courantes aujourd'hui. Et le dernier sujet, donc là, c'est partie commune sur les nouveaux services connectés, donc des boîtes à colis connectées, par exemple. Hein. C'est des choses qui nous changent la vie. C'est tout simple à mettre en place. Et plutôt que de rajouter un abonnement, on va utiliser cette fameuse colonne de services et on va avoir des choses qui aident les gens au quotidien et qui nous permettent de vivre dans les meilleures conditions. Ouais. Didier, on voit qu'effectivement, il y a une explosion des éléments connectés. Hein. Donc tout ça, je ne sais pas comment c'est connecté, mais j'imagine pour certains avec des câbles, ce qu'on dit RJ45, ou d'autres avec en Wi-Fi. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, la fibre a été développée, là on peut faire un état des lieux rapide, la fibre a été développée partout, parce que finalement, si on n'a pas la fibre, on a du mal à venir connecter tout ça. C'était développé partout par rapport au plan qui était prévu, qui était un gros enjeu. Et est-ce que les infrastructures qu'on a aujourd'hui, elles vont pouvoir supporter l'explosion de ces outils connectés ? Alors, justement, cette question est assez intéressante quand même maintenant, pour plusieurs raisons. D'abord, je reviens quand même sur la question précédente. Combien ça coûte ? C'est vrai que c'est ça qui va créer l'appétence. Je dis oui, mais je veux bien changer, mais est-ce que ça va engendrer des frais supplémentaires, complémentaires, tout ça ? Je pense qu'il faut savoir répondre déjà aux premières choses, c'est que les choix qui ont été faits, notamment par le gouvernement en la matière, puisque c'est un projet gouvernemental que de mettre le très haut débit partout en France, au plus tard, donc en 2025, donc voilà, avec des échéances en 2022. C'est que d'abord, je rappelle qu'en pleine période où on cherche à faire des économies et tout ça, une installation donc, en matière en fibre optique, c'est 4 fois moins énergivore qu'une installation en cuivre en l'état. Donc déjà, ça veut dire que quelque part, globalement, opérateurs compris, donc entre tout l'écosystème là-dessus, va engendrer quand même des fortes économies sur ce côté-là. Ça, c'est une première chose. Pour la copropriété elle-même, elle dit oui, mais bon, d'accord, mais copropriété, qu'est-ce que ça change pour moi ? Eh bien, je veux dire, vous l'avez dit, chaque opérateur de service vient avec sa propre installation. Et en même temps, il y a un abonnement à la clé, c'est-à-dire un abonnement supplémentaire. Donc 1 plus 1, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 abonnements différents. Je ne vous donne pas les prix, puisque je ne vais pas faire le grand déballage des prix opérateurs là-dessus, mais en tout cas, c'est plusieurs abonnements, et parfois très, très, très différents. Eh bien, là, quand on va voir cette colonne de service, avec une seule passerelle, gérée par un humain, par quelqu'un aussi, qui va être là aussi pour s'assurer que ça fonctionne en temps et en heure et tout ça. Mais il n'y aura qu'un seul abonnement. Donc, de passer de 4 à 5 abonnements pour la copropriété à un seul abonnement, peut-être un peu plus cher parce qu'il y a des contraintes, il y a des astreintes et tout ça à y mettre à la clé, quand même, on fait une économie de marché. Donc, la question, c'est de dire, demain, le fait de changer de technologie, de m'accrocher à tout ça, sachant que je suis de plus en plus demandeur d'objets connectés, c'est-à-dire, c'est moi, je crée un environnement où je veux que tout se parle, s'interconnecte, le frigo me parle, tout me parle, où c'est qu'on en est, et bien forcément, à un moment donné, il faut se poser ces questions-là. Alors, les choix qui ont été faits, c'est qu'il n'y a que 2 réseaux, de la 4G et de la 5G, avant de parler de la 6G, mais donc du mobile.
Et de notre côté, donc, un réseau filaire, un seul réseau filaire. Le cuivre, il a fait 50 ans. Eh bien, on est en train de travailler sur les 50 prochaines années, donc tout sur un support fibre. Et voilà, une page se tourne. Alors, c'est vrai que tu as raison de poser, mais où c'est qu'on en est en France? On a commencé le chantier donc fin 2006. Là, aujourd'hui, on va fin 2022. Plus de 80% de la population française a accès à la fibre optique, va avoir accès à tout. Et 100% devront être d'ici donc 2025. Ça veut dire c'est pas fini, mais c'est pas loin d'être fini. C'est-à-dire que oui, on trouve encore des copropriétés, on trouve encore, même en centre parisien, hein, on trouve justement qui n'ont pas jugé utile de passer à faire installer la fibre optique, alors que c'est gratuit, bon, voilà, dans leur copropriété. Donc, automatiquement, le projet il est bien avancé et l'intégration que la fibre optique est en capacité de non seulement d'avoir les services privés, donc ce qu'on trouve dans le logement et tout ça, hein, quel qu'il soit, est suffisamment dimensionné pour intégrer aussi tous les services qui viennent donc des parties communes, ce qu'on pourrait appeler le smart building ou le smart city ou autre, toutes ces choses-là. Oui, Stanko, on en parlait, donc 20% d'économie d'énergie en installant des vannes thermostatiques connectées. Est-ce que finalement, ces premiers réflexes qu'ont les copropriétaires quand ils viennent vous voir, ou ils ont des réflexes plutôt de dire comment je peux économiser l'achat de gaz ou l'achat d'une autre énergie? Oui, la première barrière, enfin la première chose qui se présente à eux, c'est effectivement le prix. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement, le bouclier tarifaire, etc., qui ne seront pas éternels, hein, qui ne seront pas tenables dans la durée. La situation mondiale est imprévisible, on ne sait pas combien de temps la crise géopolitique va durer. Et donc on arrive à un moment historique. On arrive à un moment historique où on a d'un côté le prix donc, de l'énergie qui est très cher, donc des inquiétudes du point de vue économique, et en même temps une conscience des enjeux écologiques. Et donc il faut qu'on profite, il faut que les copropriétés profitent de ce moment pour attraper tous les outils qui sont à disposition, toutes les compétences qui existent, qui se développent. Il y a une multiplication de start-up, donc je pense qui apparaissent avec des idées vraiment incroyables. J'ai notamment vu une société qui propose par exemple de la prévision météo, donc qui baisse la chaleur de chauffage parce qu'ils savent que dans quelques heures il va faire beau. Donc oui, parce par qu'il y a anticipation, il y a c'est pas simplement, oui. Oui, exactement, ils jouent sur l'inertie des équipements. Et donc non seulement on affine vraiment le chauffage au temps réel, mais aussi en plus on arrive aujourd'hui avec les outils à disposition à faire carrément de l'anticipation. Donc ça c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, donc c'est le prix de la molécule qui est un gros sujet d'inquiétude. Et ensuite nous à l'ARC on fait passer le message des nouveaux outils qui se développent. Donc effectivement on est un peu submergé par les startups qui nous contactent, qui veulent nous présenter leurs produits, leurs projets, avec des idées souvent géniales. Je pense que comme dans toute avancée technologique, il va y avoir un écrémage, des regroupements, des choses comme ça qui vont naturellement se faire. Mais je pense aussi que le besoin d'une AMO numérique pour le pilotage de tous ces nouveaux objets devient vraiment important, quoi. Voilà, vous donnez le micro à François-Xavier là, parce que effectivement, on voit il y a un maquis. Hein, je résume, Stanko, ce que vous venez de dire, c'est il y a un maquis de solutions qui sont proposées. Bon, il peut y avoir, et on peut comprendre que sur des nouvelles entreprises, le copropriétaire, lui, il a une vision un peu long terme, c'est normal, et donc ne peut pas faire un investissement sur une infrastructure ou sur un système qui ne perdurerait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil de manière à ce que les investissements qui soient faits sur des solutions qui soient durables, qui vont au sens dans la durée, hein. Je pense que le premier point, l'analogie avec l'antenniste est assez intéressante en fait. Les copros ont compris à une époque, alors on a de moins en moins d'antennes, et justement le métier d'antenniste est devenu un métier de spécialiste du digital. Donc le premier conseil, c'est de reprendre ce qui a marché pendant des décennies avec l'antenne et de dire on n'a qu'une seule infrastructure. À une époque, tout le monde mettait une parabole sur son balcon ou une fourchette sur son téléviseur. On est d'accord, c'est du bricolage. Ne recommencez pas la même chose avec le smart. Donc on va d'abord déployer une infrastructure
de mutualisation. Et la start-up qui va arriver avec une super idée, eh ben, elle va déjà avoir l'infrastructure pour travailler, en fait. Elle ne va pas réinventer un nouveau mode de communication, il est déjà là. Donc cette approche-là, elle permet le foisonnement d'idées, en fait. C'est ça, hein, le numérique. C'est qu'en gros, une fois que vous avez mis en place un cadre, eh ben, c'est l'imagination, c'est le besoin, c'est les priorités d'une copro qui vont être accessibles, en fait. On va pouvoir, avec des budgets très cohérents, puisque le prix de l'infrastructure a été payé qu'une seule fois, rajouter les services au fil du temps. Oui, mais comment faire le tri entre les bons et les mauvais et ceux qui vont perdurer en termes de services? Je parle sur toutes les innovations qui ont lieu. Un AMO Smart Building connaît le marché. Donc moi je pense qu'il faut faire confiance à un professionnel. C'est comme quand vous rénovez, je sais pas, vous faites de l'isolation par extérieur, vous ne demandez pas au premier gars qui passe dans la rue de vous faire ça. Vous allez faire un marché, faire une consultation, vous faire accompagner d'un spécialiste qui va lui challenger les différentes solutions, challenger et comparer, regarder les références, essayer de comprendre si cette personne est sérieuse, etc. Donc c'est exactement la même chose, hein. Le numérique, il garde les mêmes règles, hein. C'est de l'humain. Donc il faut également, je pense, accompagner cette mutation. En fait, il y a un accompagnement au changement. On fait ça dans les entreprises, c'est évident. Dans la copro, on ne le fait pas. Mais si je prends mon exemple tout à l'heure de le maintien à domicile. Je mets du numérique, j'ai des super solutions, mais si j'accompagne pas humainement ces personnes en situation de perte d'autonomie ou de handicap, il ne va rien se passer, en fait. Donc la technologie, moi tout ce que je dis sur le numérique, c'est pas magique. C'est un outil parmi d'autres. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Si on l'utilise bien, on avance. Si en plus on a un bon accompagnement, donc en amont avec un AMO, en phase chantier avec un intégrateur qui, lui, va passer la main à ce que nous on appelle, je reprends le mot opérateur, hein, un opérateur de service qui va vérifier que c'est fiable, c'est bien maintenu, c'est bien mis à jour, parce que là on est dans le numérique, hein, donc c'est comme au téléphone, il faut faire des mises à jour, c'est bien sécurisé. Donc là, il y a un vrai sujet aussi, hein. Le bricolage en matière numérique, il aboutit aussi à des problèmes de confidentialité de données, de hacking. Donc voilà, je ne veux pas faire peur, c'est au contraire, je veux rassurer en disant faites appel à des professionnels en amont, en phase chantier et en opérationnel, et vous aurez des services très très utiles et qui vous feront économiser énormément d'argent. Oui, en termes de sécurité, Stanco, effectivement, il peut y avoir une peur des copropriétaires sur l'intrusion qu'on peut avoir sur les données. Alors ça peut être à plusieurs niveaux, soit par exemple une question de données, donc de RGPD comme on dit. Donc, alors, je ne sais plus ce que ça veut dire cet acronyme, mais en gros c'est la régulation des règlements de données personnelles. Voilà, de règlements qui limitent, enfin qui a un cadre strict pour empêcher la diffusion de données confidentielles, personnelles, etc. Donc il y a une inquiétude. Il y a aussi l'inquiétude sur est-ce que, par exemple, on va me couper l'électricité parce que je ne paye pas mes charges, ou me réduire l'électricité, ou vous voyez, des moyens coercitifs en utilisant des outils. Que ce soit par des tiers, que ce soit par le gouvernement dans un fantasme de dictature ou autre, ou dans le cadre de raquettes ou de chantage, à des fins criminelles, enfin, tout est possible. Donc effectivement, oui, c'est une inquiétude, donc chaque nouvelle technologie a ses risques et on avance en mettant des jalons et des points de contrôle et des antivirus à chaque nouveau système, quoi. Ouais. Là, j'entendais une conférence quand vous avez fait votre salon de l'Arc. Les coûts d'énergie, sur certains copros, c'est x3, x4. Oui. Ça dépend des opérateurs auxquels ils sont souscrits leur abonnement. Enfin, il y a des charges qui sont énormes. Oui, tout à fait. Ça va être dramatique pour. L'année prochaine sera dramatique pour un certain nombre de copropriétés. Donc, c'est un gros sujet d'inquiétude. Notre directeur se bat auprès des instances pour essayer d'apporter d'autres solutions, mais c'est vrai qu'on est très inquiet. On est très inquiet. Les copropriétaires sont inquiets, mais nous, on a un peu de recul et on voit l'ensemble. Donc c'est terrible parce que outre le budget qui va être grévé ou va être très très augmenté,
vous allez avoir aussi des projets qui vont stagner ou qui vont être reportés, alors que tout pousse à faire aujourd'hui des rénovations énergétiques de type global grâce à des dispositifs comme MaPrimeRénov', et on risque d'avoir des coups d'arrêt face au prix de l'énergie, quoi. Oui, il y avait le Salon des maires là, qui est en ce moment d'ailleurs, je crois encore aujourd'hui. Mais effectivement, c'est de la même manière que les collectivités, les copropriétés aujourd'hui dépensent tout leur argent dans l'achat de l'énergie. Et donc du coup, ça obère les projets qu'ils pourraient faire. Et donc ce qu'on aurait dû faire depuis... On va pas refaire l'histoire, mais on aurait dû faire depuis quelques années. Mais du coup, on est coincé maintenant parce que effectivement, toutes les dépenses sont accaparées par l'énergie. Et ça, on parle du côté énergie, mais il y a aussi le prix des travaux eux-mêmes en soi, donc qui explosent. Et nous avons une plateforme qui accompagne l'évolution des charges et des coûts liés à la ville d'une copro qui s'appelle Oscar. Et actuellement, on a beaucoup de mal à la mettre à jour parce que si on rajoute des devis qui sont recueillis sur une période de 6 mois, ben le devis d'il y a 6 mois n'a rien à voir avec un devis équivalent aujourd'hui en termes de prix. C'est sur l'inflation. Didier, une question sur la partie fibre pour les copropriétés qui ne seraient pas raccordées. Est-ce qu'aujourd'hui, elles vont devoir payer? Parce que je sais qu'à un moment, elles payaient, c'était offert, c'était gratuit, en tout cas, le raccordement général. Est-ce que maintenant, il faut payer ou pas? Toujours pas, vraiment toujours pas. Mais bon, je veux dire, sans rentrer là-dessus, c'est que sur le principe qu'à un moment donné, c'est pas comme lors de la TNT, on a dit si vous n'avez pas mis le matériel adéquat à telle date, ben ce sera la mire, il n'y aura rien, l'écran sera noir. On n'en est pas là aujourd'hui. Malgré tout, cette transition, ce bascule de passer de toutes les installations en cuivre vers une installation fibre, va se faire automatiquement, quoi. C'est-à-dire que le train ne va pas s'arrêter spécialement parce qu'il y en a un qui a oublié d'arriver à l'heure. Donc automatiquement, le train continue à avancer. L'ensemble du basculement se fait aussi. Je ne sais pas ce qui en sera, parce que c'est très difficile de prévoir en même temps les coûts et surtout à combien les abonnements seront faits. Pourquoi garder une poignée d'abonnements ADSL alors que le gros, la masse, elle a toute migré sur la fibre optique. Donc le marché va s'organiser parce que c'est une histoire de coût après. C'est-à-dire que s'il n'y a plus suffisamment d'argent pour entretenir les anciennes installations, ben, elles ne seront pas entretenues. Donc moi je pense que je ne ferai que conseiller tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à basculer, à chercher au moins à mettre la fibre optique dans leurs immeubles. Elle y est. Il n'y a pas une obligation d'abonnement derrière, mais au moins l'infrastructure existe. Elle sera en place. Donc moi, je pense que le train est en route. Il est encore temps de le prendre, mais ne traînons pas. Pourquoi? Parce que les entreprises, aujourd'hui, qui sont en place encore, elles sont spécialisées. Ça fait 15 ans qu'elles déploient et qu'elles installent la fibre optique dans le milieu. Moi, on ne va pas, les opérateurs, les donneurs d'ordre, il y a 18 opérateurs, je vous rappelle maintenant, il y a un plus un comme avant, il y a un 18. Et se dire que ces 18 opérateurs ont passé des marchés avec des entreprises, demain, ils leur rendent de la liberté. Ce qui veut dire que les équipements qui n'auront pas été installés et qui, un jour, un réveil d'une copropriété, il faudra refaire un appel d'offres pour trouver un électricien suffisamment capable, habitué à la solution. Pas sûr. Voilà, donc automatiquement, je dis, profitons de l'opportunité qu'il y a encore en France des équipes là-dessus qui savent faire. Oui. Une dernière question, allez, Stanko, juste, je vois, on a dépassé un peu le temps, mais je voulais parler de réseau de chaleur. On n'avait pas prévu d'en parler, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet aussi face à la hausse des coûts. Vous savez, on se raccorde à un réseau de chaleur global. Je sais qu'il y a un plan pour 2050 pour raccorder l'ensemble des copropriétés au réseau de chaleur, et puis c'est le moyen d'avoir une énergie un peu plus verte. Oui, il y a plusieurs mesures qui poussent, qui vont vers ce sens, notamment la réglementation, la RE 2020, donc au niveau on parle de construction neuve, au niveau des permis de construire, où la part d'énergie soit renouvelable, soit collective du type réseau de chaleur est obligatoire en quelque sorte. Après, aujourd'hui, il faut savoir qu'une partie des réseaux de chaleur sont alimentés par des chaudières, enfin des usines qui fonctionnent au gaz. Donc aujourd'hui,
c'est pas non plus idéal, hein. Donc le réseau de chaleur, par exemple de la CPCU, pour ne citer que le monopole parisien, je ne sais pas quelle est exactement la part de gaz qui rentre dans la production de la chaleur, mais je pense qu'elle est assez importante. Ce n'est pas simplement du géothermique ou le brûlage de déchets, de décharges. Donc automatiquement, le prix du gaz augmentant, le réseau de chaleur aujourd'hui il augmente. Mais c'est un type d'équipement qui peut être corrigé, modifié. Et donc, au niveau des usines qui fabriquent la chaleur, tout est modulable et évolutif, quoi. Donc, on va dans le bon sens. On va dans le bon sens. Mais c'est très cher. Si je peux envoyer un message à la CPCU, les gars, revoyez les prix de branchement. Ah oui, c'est ça, c'est se brancher un réseau de chaleur qui est compliqué, oui. C'est horrible. Oui, on comprend, il y a des infrastructures. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces discussions tarifs. Voilà, on peut arrêter cette table ronde, on peut les applaudir. Merci à vous Merci. pour cette table ronde. Merci d'être venu.